Merci, bonsoir à tous. Alors je vais essayer de comprendre, voilà, le capteur. Du coup, avant de vraiment parler de Vroom et ce que nous faisons, je vais essayer de vous parler rapidement de ce qu'on appelle le métaverse. Alors non, la vidéo elle est déjà lancée, c'est ça? Non, c'est bon, super. Alors le métaverse, à l'origine, c'est vraiment une notion qui appartient plutôt à la science-fiction. Ça a été décrit dans des livres et ça représentait une forme d'internet futuriste avec des espaces en 3D dans lesquels on pourrait se promener. À la façon d'internet, chaque site web serait plutôt un quartier et les humains seraient représentés sous forme d'avatars plus ou moins réalistes et pourraient faire la même chose que sur internet, acheter, se rencontrer, etc. Depuis que Facebook a annoncé sa volonté d'aller vers le métaverse et du coup c'est renommé Meta, le terme s'est un peu vulgarisé et le terme est devenu grand public. Du coup, ce qui devait définir une technologie qui ressemble plutôt à Ready Player One et de quelque chose d'hyper futuriste, aujourd'hui on utilise le mot métaverse pour quelque chose de beaucoup plus rustique. Aujourd'hui, pour parler avec mes mots, j'utiliserai plutôt les termes de plateformes virtuelles. Donc les plateformes virtuelles seraient l'équivalent de sites web. Dans ces plateformes virtuelles, il y a des mondes virtuels qui sont des mondes graphiques 3D. Mais l'interconnexion entre tous ces mondes, elle n'est pas encore là. Il n'y a pas encore de gros tissus, de grandes cordes qui relient un peu tout ça. Donc dans les plateformes virtuelles, généralement il y en a plusieurs sortes. Il y a les plateformes virtuelles où il y a simplement des jeux, des expériences, où les gens se rencontrent sous forme d'avatar, et ce qu'on appellera plutôt le Web 3, donc des plateformes web dans lesquelles on n'a pas forcément besoin de technologies immersives pour accéder, et qui sont plutôt tournées autour de la vente de terrain, de NFT, de crypto-monnaies. Nous, chez Vroom, on est plutôt spécialisé dans ce qu'on appellera les plateformes de réalité virtuelle sociale. Donc c'est la création de mondes immersifs culturels sur des plateformes immersives. Les plateformes immersives, ça fait pas mal d'années qu'elles existent, mais elles ont connu un énorme boom avec le Covid. Parce qu'avec le Covid, on ne pouvait plus sociabiliser, on ne pouvait plus sortir. Et moi, la première, j'étais dans mon casque extrêmement souvent. J'allais dans ces plateformes virtuelles et j'étais complètement passionnée de pouvoir rencontrer des gens des quatre coins du monde, de parler plein de langues, alors que j'étais dans mon salon enfermé en plein Covid. C'était très intéressant d'être sous format de femmes, de chats, de lapins, de tout ce qu'on veut, de communiquer entre formats très, très étranges. Et il y a même des personnes que j'ai rencontrées il y a encore 6 mois que j'appelais par leur surnom virtuel jusqu'à aujourd'hui. Et par cette passion, ce qui m'a passionnée d'abord, du coup, c'est ces interactions sociales, c'est ces rencontres, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas dans notre réseau habituel, qui ne sont pas autour de nous physiquement, sans prendre l'avion, sans devoir aller bien loin. Je retrouvais un peu une communauté d'expatriés que j'avais connue plus tôt dans ma vie. Et par la suite, dès que j'ai rencontré Louis Cacciotolo, donc le fondateur de Vroom, on échangeait déjà pendant le Covid sur les explorations de plateformes virtuelles. Lui avait commencé à constituer une équipe de développeurs et d'artistes 3D pour créer des œuvres culturelles dans ces plateformes. Parce que souvent, les plateformes virtuelles, elles étaient plutôt dédiées aux jeux, à des jeunes qui zonent un peu dans des mondes virtuels comme ça, mais il n'y avait pas vraiment d'œuvres culturelle. Donc c'est un peu comme créer une œuvre culturelle sur TikTok. C'est-à-dire, ok, on utilise un nouveau médium qui nous offre des outils incroyables d'incarnation, de sociabilisation et de spectacle pour créer des œuvres originales. Et du coup, là, ce que vous voyez là tout de suite, c'est une œuvre qui s'appelle Oxymore et on la relance le 22 octobre. C'est un concert de Jean-Michel Jarre. Il a créé un nouvel album sonore qui s'appelle Oxymore, qui est inspiré de toute sa carrière et qui est inspiré aussi de Pierre Henry, un pionnier de la musique des années 50. Et par-dessus ça, il a travaillé en collaboration avec un artiste russe qui a créé tout le design virtuel, très inspiré des œuvres visuelles qu'il a connues pendant sa vie, donc Metropolis, Sin City, les Batman, les comic books, etc. Donc ce qui est intéressant là-dedans, parce qu'on est à audience quand même, on parle de transmission, de génération. Sur les plateformes virtuelles, il y a beaucoup de publics jeunes. Les publics sont généralement entre 12, 18 ans, 25 ans. Selon les plateformes, ça va être plus ou plus jeune. Mais on dépasse rarement la trentaine. Déjà, moi, je suis un dinosaure du métaverse. Et du coup, sur Oxymore, on a mené une opération très risquée. C'est qu'on a pris les fans de Jean-Michel Jarre, qui sont pour la plupart pas tout jeunes. On les a pris sur Facebook, on les a emmenés sur Discord, ce qui a été déjà un premier voyage interstellaire. On leur a expliqué comment ça fonctionne de venir nous rejoindre dans la plateforme VRChat, donc de télécharger une application, de se créer un compte, de se créer un avatar. Et on les a accompagnés avec des hôtes par monde virtuel où on peut accueillir 50 personnes maximum parce qu'aujourd'hui on a ces limitations techniques. On ne peut pas être plus de 50. Dès qu'on est plus de 50, ça crée un monde clone du monde virtuel en question. Ce qui fait qu'on doit créer des œuvres culturelles plutôt intimistes.
Donc au départ, on demandait à nos fans, à nos visiteurs, de se transformer en avatar de silhouette que vous avez vu, puis ensuite de vivre l'expérience où chaque quartier, c'était une chanson de Jean-Michel Jarre, lui apparaissait dans des écrans, et c'était un mix entre de la gamification et de la musique, et c'était assez intéressant de voir les publics jeunes et les publics moins jeunes se rencontrer. J'ai notamment eu des compliments d'une femme de 66 ans, extrêmement fan de Jean-Michel, qui m'a dit que c'était le premier spectacle auquel elle assistait depuis 15 ans parce qu'elle est paraplégique. Elle m'a dit que grâce à la réalité virtuelle, elle a enfin de nouveau accès à la culture, elle avait enfin de nouveau accès à des spectacles et elle voulait assister à tous nos spectacles. Donc ça m'a fait très plaisir, évidemment. Et c'est un peu ça notre credo, c'est de donner accès à la culture sans être dans la traduction littérale de la culture, sans faire forcément des cours d'histoire sur les plateformes virtuelles, ce qui est possible aussi. Mais nous, on est plutôt dans le divertissement, l'imaginaire. Et là, Oxymore, c'est une œuvre qui montre ça. C'est vraiment la transmission d'un imaginaire, la transmission du talent d'un homme dans une œuvre complètement hybride et innovante. L'œuvre précédente de Jean-Michel Jarre, c'était un concert dans n'a pas les moyens à ces plateformes virtuelles. Donc on va créer quelque chose qu'on appelle vulgairement le YouTube du métaverse, ou qu'on appellera chez nous la librairie. Donc ce sera un ensemble de mondes virtuels très simples, des scènes avec des lumières, des backstage, que les artistes eux-mêmes pourront customiser. Ils créeront leur version de ce monde virtuel, avec leurs vidéos, ils pourront choisir la couleur de leur lumière, la couleur de leurs effets, puis se produire, se filmer et se rediffuser sur des réseaux sociaux. Le service sera gratuit jusqu'à un certain montant. Dès qu'ils auront un certain nombre de publics, par exemple, ils vendront plus de 300 tickets, nous, on prendra un pourcentage sur les tickets. Parce qu'au bout d'un moment, la question de la monétisation se pose aussi, pour les artistes, mais pas seulement. Ça crée, entre autres, des tonnes de champs, de questionnements sur tout ce qui est juridique, tout ce qui est social, tout ce qui est redistribution des droits. Donc on essaie d'avoir des discussions avec la SACEM aussi pour avancer sur ces sujets-là. Mais c'est un énorme chantier sur lequel il faut qu'on travaille de façon extrêmement collégiale, et peut-être qu'Audience un jour nous aidera dans cette quête. Mais ça pose aussi des enjeux écologiques, évidemment, tout ce qui est métavers. On parle d'utilisation de beaucoup de données, de création d'avatars. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de data pour savoir si Jean-Michel Jarre pollue plus que l'avatar de Jean-Michel Jarre. C'est encore une question que je me pose. Aujourd'hui, je fais plutôt le constat que son avatar pollue moins, mais c'est parce qu'il y a moins de personnes qui ont accès à des casques de réalité virtuelle de chez eux. Le jour où il y aura 100 millions de fans qui seront avec leurs casques de chez eux, est-ce qu'on polluera plus ou moins? Je ne le sais pas encore. Mais nous travaillons sur ces sujets-là, notamment avec le CNXR, qui est donc la Fédération française des associations de la réalité virtuelle, où on s'intéresse à toutes ces questions pour ne pas être juste abrupte, bête et méchant dans nos technologies. Et voilà, donc on essaie de créer des offres culturelles intéressantes avec Vroom. On invite tous les artistes à venir tester, et tout le monde d'ailleurs, à venir tester notre plateforme le 10 janvier. Donc sur vroom.world, vous pouvez suivre les informations. On produit dans un premier temps 3 artistes qui sont des artistes français émergents. Et comme on tient à être une plateforme culturelle européenne, à promouvoir un peu cet aspect-là, on commence avec des artistes locaux. Merci beaucoup.